Bonjour et bienvenue dans Prisme. Aujourd'hui, nous parlerons de la diaspora mauritanienne en Europe, notamment en France, qui accueille une grande communauté mauritanienne. Nous parlerons de ses apports dans le développement socio-économique, nous parlerons également de son engagement dans la politique, mais aussi nous parlerons des difficultés que rencontre cette communauté en France. Et nous avons comme invité aujourd'hui dans Prisme Diallo Seydou, plus connu sous le nom de Tcherno, qui est un Mauritanien vivant sur les deux continents. Entre Paris et Nouakchott, Tcherno a plusieurs casquettes. Consultant en communication, mais également chroniqueur et reporter sur le site cassataire.com. Tcherno gère également ADN. Alors bonjour Tcherno. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Alors Tcherno, vous gérez également le site ADN qui est Africa Diaspora News, créé en 2015. Ce site, je vous cite, qui est un média tenu par des Africains et dédié à l'Afrique et à la diaspora. Alors Tcherno, vous êtes souvent en contact avec la diaspora mauritanienne, vous vivez sur les deux continents, comme je disais tout à l'heure. Comment se porte la communauté mauritanienne en France ? Merci pour l'invitation d'abord et puis pour répondre à cette question, comment se porte la diaspora mauritanienne ou les diasporas? Ils se portent relativement bien, si je le dis, mais aussi ils ont, on va dire, peut-être quelques revendications ou en tout cas des intérêts, des fois qu'on aimerait bien qu'on entende davantage. Je crois que la diaspora, elle est comme la société mauritanienne, elle n'est pas homogène, il y a une forme d'hétérogénéité, donc il y a différentes façons de voir la diaspora. Mais de façon générale, nous avons, on va dire, un ensemble de revendications ou en tout cas un ensemble de problématiques que nous portons très souvent au sein de la diaspora et que nous voudrions que les autorités au niveau local puissent entendre et puissent résoudre. Donc, pour faire très simple, vous savez, quelqu'un qui est de l'autre côté du continent africain, il a cette envie toujours de rentrer, il a cette envie d'être en contact et de contribuer, d'être en contact avec sa famille, mais aussi de contribuer au développement socio-économique et même au développement politique de son pays. Maintenant, il faut qu'il y ait l'ensemble des éléments qui permettent aux gens issus de la diaspora de pouvoir s'activer. Peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger davantage là-dessus. Quels mécanismes, quels sont les leviers qu'on devrait faire pour que les gens de la diaspora puissent, pour ceux qui sont établis de l'autre côté, puissent s'établir tranquillement et ceux qui ont envie de revenir ou d'investir même à distance puissent le faire aussi de façon paisible en ayant, on va dire, des leviers de facilitation. Donc, les questions de développement se posent, socio-économique se posent. Quelles sont les actions et les rôles que la diaspora mauritanienne peut jouer en fait pour le développement socio-économique de leur pays ? Alors, il y a deux sortes, on va dire, de mécanismes de contribution de la diaspora au sein de l'espace national. Il y a la contribution, on va dire, très sociale, qui est directement liée aux envois que peuvent faire les gens issus de la diaspora ou à des membres de leur famille, que ce soit, par exemple, pour les soins, on va dire, primaires, pour l'éducation d'un frère, d'un cousin, d'une sœur, d'une nièce, pour, donc, je disais, la question de santé, pour aussi les mariages et autres, et pour des constructions familiales très simple. Ça, c'est quelque chose de tout à fait naturel qui fait partie de nos valeurs culturelles. Dès l'instant qu'on a la capacité d'aider un peu plus, on le fait. Mais ça, c'est quelque chose qui existe très bien. Mais nous avons un autre élément qui est beaucoup plus important, c'est celui de la participation des diasporas ou de la diaspora mauritanienne dans le développement économique du pays. Là, on est en train de parler de ce qu'on appelle des investissements avec une finalité d'entreprendre. Et pour ce faire, là, à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait, comme je le disais tantôt, des mécanismes ou des leviers qui permettent cet investissement-là. Et cela ne peut se faire aussi si on a d'autres problèmes, on va dire latents, par exemple des problèmes purement administratifs, d'état civil, qui peuvent se poser à la communauté mauritanienne vivant en France. Donc c'est un clin d'œil, et pas seulement qu'en France, c'est un clin d'œil pour dire qu'il serait bien, encore une fois, qu'on essaye de faciliter davantage l'accès à ce qu'on appelle le recensement qui existe et qui peut poser des problèmes. Et après, au-delà de cela maintenant, il faut poser un cadre des affaires qui permet aux gens issus de la diaspora pour leur particularité, parce qu'ils veulent investir, ils n'ont pas forcément assez de fonds, mais ils peuvent avoir des idées, de trouver un juste équilibre entre la facilitation du transfert de fonds
que les gens issus de la diaspora ont pour les implanter, on va dire, dans le cadre entrepreneurial. Mais à un moment, on se demande quand même, est-ce que c'est réaliste de vouloir faire reposer, par exemple, sur les épaules de la diaspora la responsabilité du développement socio-économique? Ah non. La diaspora, elle joue juste un rôle qu'elle devrait jouer, mais elle ne peut pas se substituer, on va dire, à l'État. Elle ne peut pas se substituer à la vocation même de ce qu'on appelle un État. Par contre, elle peut participer parce que moi, j'aime pas faire une approche, on va dire, distincte ou une séparation entre les gens issus de la diaspora et les locaux, comme les locaux, de temps en temps, ou toujours même, contribuent de façon effective au développement de ce pays-là. Parce qu'il y a des locaux qui vivent ici et qui investissent. De la même façon qu'il y a des gens issus de la diaspora qui n'ont pas la même problématique, qui veulent investir. Donc, l'État doit être un levier, doit les accompagner dans ces investissements-là, doit les faciliter. Et d'autant plus que cette question est beaucoup plus simple dans la mesure où nous avons des précédents. Les précédents, c'est quoi? C'est que vous allez voir dans des pays comme le Mali, vous allez voir dans des pays comme le Maroc, vous allez voir dans des pays comme le Sénégal, et vous avez déjà une cartographie, une façon de faire pour essayer de capter le maximum de la diaspora pour qu'ils essayent d'investir. À charge aussi à la diaspora. Par exemple, ça, ce sont les études qui sortent de la Banque mondiale. On dit que généralement, les envois que font la diaspora, majoritairement autour de 70%, sont ce qu'on appelle de la consommation directe. Je vous envoie de l'argent, vous la mangez. Or, la tendance serait de la renverser, qu'il y ait davantage de 70% dans l'investissement durable, ce qui va produire de l'argent, et ne pas envoyer pour de la consommation directe. Donc ça aussi, il revient aux gens qui sont de la diaspora d'essayer d'investir dans des niches, on va dire, ou dans des produits qui sont porteurs, dans des niches qui sont porteurs, afin de permettre de participer à une forme de développement. Mais pour cela encore, il faut qu'on ait une certaine forme de visibilité de tout ce qu'on appelle le droit des affaires. Il faut qu'il y ait une certaine forme d'assurance et d'être sûr et certain que le cadre juridique non seulement est bon, mais aussi que la justice est prête à rendre des décisions, parce que des fois, les gens issus de la diaspora peuvent être frileux, à tort ou à raison, des fois à raison, en tout cas pour investir, de peur d'avoir davantage de risques qui pèsent sur eux et de perdre le peu d'argent qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas forcément grand-chose. C'est des fois lié à la double nationalité qui se pose ici. On a aussi le problème des papiers, le problème de recensement. Vous en parlez tout à l'heure, on a toujours ce problème parce qu'on va souvent défiler devant l'ambassade des Mauritaniens, issus de la communauté mauritanienne, qui sont là et qui défilent pour se recenser, qui défilent pour aussi la double nationalité. Oui, je le disais tantôt, j'ai raconté une petite anecdote en disant que je suis passé il y a 2 semaines au service consulaire de l'ambassade de Mauritanie et je fais l'appel parce qu'on avait un consulat qu'on n'a plus, donc il y a juste un service consulaire, on aimerait bien avoir un consulat parce que les Mauritaniens qui viennent à l'ambassade ne viennent pas pour s'occuper on va dire, de démarches ambassade, ils s'occupent vraiment, ce qui les intéresse, ce sont les affaires consulaires, c'est l'état civil. C'est la nationalité mauritanienne, pour ceux qui en ont, c'est l'acte de naissance, c'est les actes de mariage, ainsi de suite. Donc cela, ça devrait être travaillé ou accéléré avec une certaine forme de célérité qu'on ne trouve pas et qu'on déplore. Donc, sur cette question-là, oui, nous avons énormément de problèmes au sein de la diaspora, toute communauté confondue aussi, des problèmes relatifs à ce qu'on appelle le recensement, qui est un problème peut-être structurel, administratif depuis Nouakchott et qui se répercute à Paris, qui peut se répercuter à New York et autres. Je vous donne un cas d'exemple. Nous sommes en France. Moi, je réside en France, on va dire alternativement avec Nouakchott. Et en France, nous n'avons qu'un seul centre de recensement, pas seulement pour toute la France, mais pour toute l'Europe. Les gens qui sont mauritaniens, qui vivent en Espagne, qui vivent en Italie ou qui vivent ailleurs, sont obligés, ou en Belgique, sont obligés de se déplacer, d'arrêter leur travail, de perdre, on va dire, un pouvoir d'achat, de voyager sur Paris pour essayer de se faire recenser. Et quand il arrive, ils ne sont même pas certains de pouvoir se faire recenser. Ça, c'est le côté typiquement mauritanien, donc purement administratif. En ce qui concerne la double nationalité, le plaidoyer, il est très simple. Nous considérons que, en tout cas, nous voulons que la reconnaissance de la double nationalité se fasse de façon, on va dire, automatique. Vous pensez que cela pourrait arranger les choses? Cela pourrait faciliter les choses. Je dis,
Avant, on n'avait pas cela, mais il y avait une forme d'hypocrisie où il n'y avait pas de reconnaissance de double nationalité, mais beaucoup se baladaient avec leur double nationalité. Avec le régime actuel, le président Aziz a considéré d'essayer d'organiser cela. Pour certains n'ont pas apprécié en disant que le verre était à moitié plein, d'autres à moitié vide. En tout cas, aujourd'hui, c'est ouvert. Il y a une possibilité d'avoir une double nationalité avec une procédure que certains considèrent comme étant lourde. Moi, vu que je n'ai pas encore passé le processus, je ne peux pas vous le dire. Donc, certains ont considéré que ce processus est très lourd. Mais nous, ce qu'on aimerait, en tout cas les gens issus de la diaspora, généralement, leur revendication, c'est qu'il y ait une reconnaissance automatique de la double nationalité. Ça permet de faciliter les fluidités et les échanges entre ces personnes-là et les deux pays dans lesquels ils sont, et aussi de rappeler peut-être, si on me permet d'utiliser cette expression, aux nationalistes étroits, qu'en réalité le problème, c'est pas parce qu'on a la nationalité française qu'on n'aimerait pas la Mauritanie ou qu'on a une nationalité espagnole qu'on rejette son pays d'origine. Non, c'est une question des fois de logique. Quand on est dans des sociétés, pour certains entrepreneurs, pour des gens qui sont insérés dans la société française, et tant mieux parce qu'ils sont bien insérés là-bas ou dans la société espagnole, il leur arrive que pour évoluer dans les structures administratives ou pour évoluer, il faut avoir la nationalité de ce pays-là. Comme en Mauritanie, on ne peut pas avoir certaines fonctions et ne pas l'avoir. Donc, ça facilite, on va dire quelque part, pour des entrepreneurs, pour des gens qui sont installés là-bas, de prendre cette nationalité-là. Mais aussi le monde des faits de voyage, donc on peut aller dans un autre pays, aimer ce pays-là, et aimer ce pays n'est pas renier son pays, et demander sa nationalité pour, on va dire un peu, épouser encore ce pays. Mais juste, c'est ce que je voulais dire aux nationalistes, ce n'est pas une question de choix entre la Mauritanie, on est Mauritanien ou on n'est pas. Vous savez, le monde est tellement ouvert que les gens se marient un peu partout, et peut-être même tant mieux, et qu'il faut qu'on s'ouvre davantage. Oui, les Mauritaniens devraient avoir une autre nationalité et pouvoir conserver de façon automatique leur nationalité sans pour autant formuler la demande. Et je crois que là, c'est une des demandes très pressantes que la diaspora fait aux autorités mauritaniennes. Parlant des nationalistes, il y en a quand même qui se demandent pourquoi les Mauritaniens de l'étranger ne n'entrent pas chez eux, pour faire profiter à la population mauritanienne, à leur pays, des avancements ou des expériences acquises déjà dans les autres pays. On se demande pourquoi ils ne rentrent pas. Peut-être qu'ils sont liés par des liens familiaux qui les retiennent là-bas, qui sont liés des questions financières aussi, économiques, qui les retiennent là-bas. Donc on se demande à un moment pourquoi ils ne rentrent pas chez eux s'ils sont nostalgiques. Vous savez pourquoi ils ne rentrent pas chez eux? Chacun peut vous faire toute une histoire de pourquoi ils ne rentrent pas ou pourquoi ils rentrent, et on voit tout et son contraire. L'essentiel, c'est quoi? C'est que la première des choses, c'est que, encore une fois, il y a des éléments qui pèsent sur on va dire, les structures de l'État. Faciliter l'entrée et l'insertion. Encore une fois, quand je le dis, je ne veux pas que ceux de la diaspora soient prioritaires, mais juste qu'on prenne en compte leurs particularités pour qu'ils reviennent. Maintenant, moi, je suis d'avis, moi, je fais des allers-retours, donc, et je suis, en tout cas, je me sens très bien en Mauritanie. Je suis d'avis que déjà, la question du retour, comment elle se pose des fois, moi, je la trouve un peu simpliste. Ce n'est pas une question de je rentre ou je ne rentre pas. Les gens ont la liberté, le droit de pouvoir s'installer où ils veulent. Et d'aller en France et de continuer au Canada et d'aller en Chine et de s'installer à Abidjan aussi s'ils veulent. L'essentiel, c'est que la personne... Il y a des gens issus de la diaspora qui vivent à l'étranger, qui sont beaucoup plus utiles à la Mauritanie en étant à l'étranger que s'ils étaient ici. Parce qu'ils ont certaines fonctions où ils sont dans des domaines techniques ou scientifiques qui ne sont pas encore développés en Mauritanie. Et je crois qu'en première des choses, il faut voir les gens issus de la diaspora qui vivent ailleurs comme étant avant tout d'abord des ambassadeurs de leur pays. Avant tout d'abord. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer le retour. Mais le retour, il faut l'organiser pour tout le monde. Les gens... Je crois que majoritairement, même si on se sent très bien à l'étranger, les gens aimeraient bien être chez eux. Il n'y a pas meilleur qu'un petit chez soi, qu'un grand chez quelqu'un d'autre. Donc les gens préfèrent toujours être chez eux. Donc il faut aussi que les conditions soient réunies pour pouvoir entrer, c'est-à-dire la question de l'employabilité qui se pose, la question de l'accès à l'éducation de qualité qui se pose, la question de l'accès à la santé. Mais ces revendications-là, quand la diaspora l'a fait, elle ne l'a fait pas que pour les gens issus de la diaspora, elle l'a fait pour tous les Mauritaniens. Donc si on a un bon réseau éducatif public, parce que ça c'est un grand problème, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui l'éducation est presque privatisée de façon générale, qu'on a un accès à la santé qui est très fiable, on vit dans un environnement, pourquoi aller ailleurs? Et je crois qu'aujourd'hui il y a des perspectives, en tout cas en matière d'employabilité, il y a des perspectives en matière de transformation sociétale qui se font en Mauritanie,
qui donnerait envie aux gens de rentrer davantage. Moi, en tout cas, je l'ai dit, au moins, je leur demande d'essayer. Les Mauritaniens issus de la diaspora sont-ils au diapason de ce qui se passe ici en Mauritanie? Notamment, on est à la veille des élections présidentielles, bientôt. Alors, on voit souvent sur les réseaux sociaux, franchement, une vague qui parle de politique, qui parle d'opposition, qui parle de pouvoir. Et on voit également beaucoup de nos politiciens, surtout de l'opposition, qui, quand ils sont en France, notamment, ils font des conférences, ils font des débats, ils parlent de la diaspora. Est-ce qu'on peut considérer que la diaspora mauritanienne ou les diasporas mauritaniennes en France, d'où l'importance, enfin l'importance qui est là, est plus importante que sur l'Europe? Oui. Alors malheureusement, en premier lieu, sur la question des statistiques, nous n'avons pas du tout de statistiques fiables. Les derniers chiffres disaient quand même qu'il y a 18 000 Mauritaniens recensés qui ont un titre de séjour ou une permission de séjour en France. Oui, alors donc c'est ça, c'est-à-dire la fourchette, on parlait autour de 18 à 20 000 personnes qui résident en France, de situation administrative régulière, c'est-à-dire qui ont un titre de séjour ou pas. Donc ceux qui n'en ont pas encore, qui peuvent être un vivier des fois économique très important parce que généralement ce sont de braves gens qui travaillent très bien. Donc on n'a pas une réelle cartographie. Elle a commencé maintenant, on espère. Alors les deux pays où il y a le plus de gens issus de la diaspora, c'est la France et l'Espagne généralement. Donc c'est les deux endroits où nous avons un bassin très important de Mauritaniens qui y résident. Oui, les gens issus de la diaspora sont très intéressés par la politique et c'est très bien qu'ils le fassent parce que soit ils sont des électeurs directs, soit quelque part ce sont des électeurs indirects. Je m'explique, par exemple, la dernière élection législative, c'était une des premières où quand je suis allé au service consulaire pour que les gens puissent voter, vous avez le service des votes a commencé à 9 h du matin pour finir à 19 h. De 9 h à 19 h, la queue n'a jamais désempli. Elle était tout le temps pleine. Jusqu'à 19 h, quand on nous a arrêtés, il y a des gens qui venaient pour pouvoir voter. Ce qui veut dire que l'intérêt, la diaspora porte un intérêt particulier à ce pays et ils aiment ce pays, ils veulent en tout cas faire partie du processus démocratique et du processus décisionnel. Maintenant, ce que vous dites sur les réseaux sociaux, je l'utilise beaucoup, mais en même temps, je m'en méfie. Vous savez pourquoi? Il y a un effet de loupe dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans une petite bulle et puis des fois, il nous arrive, quand on est issu de la diaspora et qu'on est de l'autre côté, on va voir des choses, des événements des fois malencontreux surtout, et on va croire que la Mauritanie est en train d'exploser. Or, les choses sont beaucoup plus complexes que là. Je ne dis pas que tout va bien, mais des fois, il y a un effet loupe qui fait que on grossit un peu les choses qui existent en Mauritanie, aussi bien dans la réussite que dans les choses, on va dire, qui sont, on va dire, négatives. Donc, oui, les gens de la diaspora sont politisés, aiment la politique mauritanienne, sont intéressés. Les dernières législatives l'ont montré, les présidentielles à venir l'ont montré aussi. Et j'en profite aussi pour dire que, parce que j'avais appelé des amis qui sont encore en France, le processus du Ravel, par exemple, vient d'être lancé à Nouakchott. Depuis le 24, il me semble. On est le 1er, ça doit finir le 14. Et à Paris, jusqu'à maintenant, l'agent recenseur n'est pas venu. Donc, en tout cas, jusqu'au 1er de ce mois, il n'est pas encore venu. On ose espérer qu'ils vont venir d'ici la semaine prochaine et qu'ils vont prendre en compte le retard déjà d'une semaine qui a été fait pour l'augmenter, pour permettre aux gens issus de la diaspora, parce qu'il y a une forte demande, pour pouvoir s'inscrire dans les listes électorales et pouvoir participer au choix du futur président mauritanien. D'aucuns reprochent quand même à un moment à la diaspora mauritanienne qui vit à l'étranger de penser que les Mauritaniens qui sont là ne sont pas très engagés dans la politique ou ne font pas ce qu'il faut. Et de l'autre côté aussi, la diaspora aussi accuse les Mauritaniens de ne pas aller suffisamment sur le terrain. Alors comment on fait un petit peu? Ah oui, je m'attendais à ce que vous n'attaquiez que de l'autre côté. Heureusement, en bonne journaliste, vous avez été équidistante et vous avez dit que des deux côtés. Alors, il y a toujours ce reproche qui est fait aux gens issus de la diaspora, c'est que dès qu'ils parlent de politique, on leur dit venez sur le terrain, comme s'il n'y a que ça ou autre. Et de l'autre côté, il y a des gens issus de la diaspora qui disent mais écoutez, les gens ne font rien, ils ne se bougent pas, ils ne font rien. Vous savez, le processus historique, quand on est en train de le construire, on ne se rend jamais compte qu'on est en train de faire quelque chose. Les gens qui ont fait l'histoire, ils ne sont pas levés en disant « je fais l'histoire ». Ils disent « non, je porte un engagement ». Et le fait de porter un engagement, deux engagements, c'est ce qui fait le processus historique. Et c'est après qu'on va le faire.
Alors, sans rentrer dans la politique, moi, je suis très admiratif des Mauritaniennes et des Mauritaniens dans leur capacité d'entreprendre, dans leur capacité d'avoir compris la chose politique, la chose publique, la chose économique. À chaque fois que je viens à Nouakchott, je vois de jeunes entrepreneurs dynamiques, volontaires, ambitieux. Qu'ils réussissent ou pas, ils essayent de le faire. De l'autre côté, donc, les gens de la diaspora qui disent que les gens ne font absolument rien, ça serait de temps en temps bien qu'ils viennent ici. Mais pareil, de l'autre côté, nous avons des gens qui sont issus de la diaspora, qui sont entrepreneurs, qui sont dynamiques, que ce soit au niveau de la France ou que ce soit dans les deux pays, par exemple. Donc, en matière politique, je crois que chacun a sa contribution à apporter. Maintenant, nous avons une situation politique très complexe qui fait que la pression sociale, la pression économique et politique qui peut peser sur les gens qui résident en Mauritanie n'est pas la même que ceux qui sont à l'extérieur. Vous savez, quand vous tirez le diable par la queue, malheureusement, des fois, il vous arrive de penser à autre chose qu'à des notions, on va dire, d'idéologie politique ou autre. Vous allez peut-être cheminer par coup par coup. Alors, ce que je reproche des fois aux gens issus de la diaspora, c'est très simple, quand on critique les gens, ils ne font absolument rien. Mais bon, ils ne font rien, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils fassent quelque chose aussi? C'est notre part de responsabilité peut-être. C'est-à-dire, quand quelqu'un te dit, alors, ce jeune homme, il vend sa carte d'identité, c'est scandaleux, il ne fait pas le bon choix. Si tu es sur les réseaux sociaux en train de le dire, tu ne règles pas le problème. Mais si par exemple les gens qui soient ici, bien sûr, si les gens issus de la diaspora, ou pas seulement parce qu'il n'y a pas que eux qui considèrent qu'il ne faut pas vendre la carte d'identité, disent écoutez, nous avons remarqué qu'il y a des jeunes qui habitent dans un quartier ou dans une ville ou dans un village, ou en Mauritanie, généralement les gens à la veille d'élection vont vendre leur carte d'identité ou louent leur carte d'identité. Mais pourquoi ne pas se mettre sur le terrain et expliquer l'intérêt du vote? Moi je ne dis même pas à dire à quelqu'un vote pour celui-là ou ne vote pas pour celui-là, mais lui expliquer juste, voilà, expliquer l'importance du choix électoral. Parce que pendant 5 ans, tu es lié en lui expliquant, écoutez, je comprends que vous puissiez avoir des difficultés, je comprends que vous puissiez avoir des problèmes. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'élection, c'est quelque chose de très important. Ton choix, même si tu considères qu'il n'est pas comptabilisé aujourd'hui, à force de te pérenniser dans le choix, au bout d'un moment, il sera comptabilisé. Mais peut-on parler de conscience d'une identité nationale au niveau de la diaspora, le maintien des liens avec le pays d'origine et l'existence dans une vie associative, entre autres? Ah oui, mais on ne fait que ça. Vous savez, dans l'introduction, je disais que les gens issus de la diaspora sont avant nos représentants diplomatiques les premiers ambassadeurs. Je vous explique. Un Mauritanien qui est au fin fond de l'Auvergne, dès qu'il y a 3, 4, 5 Mauritaniens familles, ils organisent en association, ils font une journée culturelle, ils choisissent une date pour faire des choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont montrer des photos de la Mauritanie, ils vont faire des présentations, ils vont expliquer c'est quoi leur pays, ils vont présenter les, on va dire, les différents plats culinaires de chez eux, ce que l'ambassadeur, avec tout le respect que je lui dois, ou l'ambassadrice aujourd'hui, ne fera pas parce qu'elle ne va pas aller au fin fond de l'Auvergne, parce qu'elle n'a pas un intérêt diplomatique ni politique là-bas. Donc le premier relais, ce sont, on va dire, les gens issus de la diaspora. C'est la même chose que nous, quand on était étudiants, on faisait au niveau de l'université. Chaque année, il y a des organisations universitaires où chaque pays doit représenter ses plats, doit représenter sa tradition et autres. Donc nous sommes les premiers ambassadeurs, les premiers promoteurs de l'image de la Mauritanie. Alors j'entends de l'autre côté quelques frustrés qui vont dire « Oui, mais il y en a d'autres aussi, ils font des conférences, ils vont insulter la Mauritanie et autres ». C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il faut présenter la Mauritanie dans toutes ses facettes. Dans ses belles facettes, dans ses facettes moins belles, dans ses facettes, on va dire, un peu fâcheuses, mais c'est la réalité. Et si on aspire à ce qu'on ne présente plus la Mauritanie, en tout cas sur certaines facettes qui sont déplorables, il revient à engager des choix politiques au niveau local pour ne pas donner, en tout cas, pour ne pas mettre... en tout cas, pour ne pas donner aux gens de quoi dire de négatif à la Mauritanie. Donc oui, les Mauritaniens sont des ambassadeurs parce qu'ils tiennent à cette identité. Vous savez, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes à peu près 4 millions, nous avons une richesse, une diversité culturelle très riche. Et j'en profite pour dire que moi, en tout cas, à chaque fois, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'appeler les Mauritaniens, où qu'ils soient de n'importe quelle communauté qu'ils sont,
représentant la Mauritanie, de la représenter dans sa diversité, même si les gens n'y sont pas, même si les gens issus des autres communautés, des autres cultures n'y sont pas, il faut essayer d'intégrer la diversité culturelle des Mauritaniens parce que c'est ce qui fait notre richesse et ce qui fait notre particularité, de par notre position géographique et de par le brassage qu'il y a au sein de notre société. Vous parliez tout à l'heure de l'ambassade de Mauritanie en France, à Paris. Quels sont les liens, vous qui fréquentez souvent la diaspora, vous êtes ici et vous êtes aussi à Paris, quels sont les liens que les Mauritaniens de l'étranger ont avec l'administration à Paris? Ah, mais je peux vous dire que le lien et les rapports sont très tendus, malheureusement. Alors, nous, on a même initié des projets, des initiatives pour essayer de détendre un peu l'atmosphère. Je vous explique, je vous dis, c'est très simple. Le lien entre un usager d'un service public et les représentants d'un service public, c'est de transmettre un service. Et on a dit service public. Donc, moi, quand je viens dans une administration, ce n'est pas pour contempler le plafond ni autre chose. C'est parce que j'ai besoin d'un service. Et l'administrateur qui est là, il est payé pour me rendre ce service-là. Donc, c'est le seul rapport que nous avons. Maintenant, si, comme je vous l'ai dit d'emblée, cet administrateur qui n'est même pas décideur, qui n'est qu'un simple exécutant, mais des fois il peut être zélé ou pas, qui n'est qu'un simple exécutant, n'arrive pas à résoudre des problèmes primaires, c'est-à-dire de carte d'identité, d'acte de naissance, de passeport, cela crée de la frustration. Moi, ce qui me désole le plus et que je trouve inadmissible, même si je comprends de temps en temps le pourquoi, mais je trouve que la solution n'est pas bonne, c'est quand on arrive à la porte de cette ambassade, elle est fermée et qu'on filtre les gens pour qu'ils puissent rentrer au sein de leur propre ambassade. C'est la seule maison mauritanienne. Tous les Mauritaniens, toutes communautés confondues, s'ils ont souci, ils n'ont qu'une seule maison, c'est l'ambassade de Mauritanie à Paris. Donc quand ils viennent et que vous avez à la porte quelqu'un qui ferme la porte ou qu'on vous parle à travers des grilles d'une fenêtre, je trouve cette image très déplorable, même s'il y a des précédents qui font qu'on en arrive là. Mais l'administrateur ne peut pas se barricader et laisser le citoyen mauritanien qui vit à l'étranger dans sa frustration. Il y a une rupture totale de communication entre les administrés mauritaniens qui sont à l'étranger et ceux qui les représentent au niveau local. Et je crois qu'il serait intéressant encore de renouer le dialogue. Renouer le dialogue pour faire l'essentiel. Vous savez, des fois, un usager du service public, même si tu n'arrives pas à résoudre son problème, il a besoin d'être entendu, écouté et d'avoir une réponse. Même si la réponse n'est pas satisfaisante. Mais quand le responsable administratif fuit, il ne comprend pas et ça le frustre. Et vous savez qu'en Occident, pas seulement, mais en Occident, il y a une forte pression et une forte tension. Que si tu te dis, mon dernier refuge, je vais y aller pour trouver une solution et qu'en fin de compte, on te crée un autre problème, ben, je comprends que tu aies envie d'exploser, même si ce n'est pas de mon tempérament. Mais je comprends très bien, légitimement, que les gens, de temps en temps, ne puissent plus savoir quoi faire, à part user malheureusement d'une forme de violence, qu'elle soit physique ou verbale, ce qui est tout à fait déplorable. Vu la situation en Europe, notamment en France, vu aussi la situation familiale ici, au retour de chez soi ici, vous trouvez que la communauté, enfin les Mauritaniens qui sont ici au niveau local, au niveau national, ils attendent beaucoup quand même de la diaspora, de leurs parents qui sont à l'étranger? Oui, alors ça, c'est une erreur. Déjà, c'est une erreur. L'erreur, elle vient d'où? Elle vient déjà de la perception que certains qui sont ici ont de l'Occident. En croyant que tout est rose, on a tout, vous pouvez avoir tout parce qu'ils vont faire la monnaie, vous avez 1000 euros, c'est 400 000 ouguiya, alors c'est extraordinaire. Vous ne les avez pas comme ça déjà, ces 1000 euros-là, ça c'est la première des choses. Donc il y a cette perception que les gens en Afrique de façon générale, ça arrive aussi en Mauritanie, ont de l'Occident. Dès que quelqu'un va là-bas, il réussit. Non, quelqu'un qui va là-bas, il cherche, il se cherche. Et de l'autre côté, il y a pendant longtemps, ce qui est quand même différent de la nouvelle génération, des gens issus de la diaspora qui revenaient en étant vraiment de grands arnaqueurs, comme j'ose le dire. C'est-à-dire, c'est des gens, vous savez, c'est très simple, quand je reste 5 ans à l'étranger, où je vis dans une situation un peu particulière, je garde tout mon argent, et que je vienne faire des vacances de 2 semaines ou 2 mois en claquant 2000 euros, ça passe très bien. Ils vendent une image en quelque sorte. Donc, ils vendaient une fausse image de tout va bien, donc venez, c'est extraordinaire. Moi, en tout cas, les gens de ma génération et même ceux de mes grands frères, généralement, nous, quand on revient et que les gens nous expliquent, nous demandent comment les gens vivent
au sein de l'Europe, en tout cas, moi, j'essaie de leur expliquer que c'est très simple. Hein. Il faut batailler pour survivre. Vous savez, on ne vous donne rien, contrairement à ici, enfin, l'organisation sociétale, vous pouvez sortir à Nouakchott pour faire un petit business, avoir de l'argent, mettre dans sa poche, dilapider. Vous ne pouvez pas là-bas parce que tout est structuré, tout est organisé. Vous avez des services d'impôts, les services des fiscs, tout est organisé. Il ne peut pas y avoir d'argent qui circule par-ci, par-là. Et de l'autre côté, vous allez travailler, mais dur comme fer. Nous, tous, quand on a été étudiants, pour la plupart d'entre nous, majoritairement tous les Mauritaniens ou tous les étrangers, donc c'est là que vous allez découvrir le bonheur de la cuisine, parce que vous allez apprendre à être cuisinier. Donc vous voyez des fois un macho mauritanien qui n'a jamais vu la porte d'une cuisine de chez lui, va apprendre à cuisiner, à faire de la vaisselle, à faire le vigile, faire de la sécurité, être agent de sécurité, travailler la nuit, faire un éboueur en tant que... Donc, qui va travailler dans les poubelles et autres, donc il y a des horaires très difficiles. Mais ça, c'est la réalité que beaucoup ne disaient pas. Nous, on n'a pas ce complexe, en tout cas moi particulièrement avec quelques amis, nous n'avons pas ce complexe que quand on vient et qu'on a eu des amis qui sont restés ici, leur expliquer qu'est-ce qu'on fait pour survivre. Les moments de galère où tu n'arrives pas à manger, où tu n'arrives pas du tout à te faire. Alors, quand je le dis, c'est pour dire aussi quoi? Que être en Europe n'est pas forcément signe de réussite. Ils sont nombreux d'amis, de gens de la famille qui étaient en Europe, qui avaient une vie digne, mais qui ici ont trouvé davantage parce qu'il y a plus de perspectives en Mauritanie qu'il y en a en Occident. Donc oui, il ne faut pas vendre aux gens un mirage, et le danger, c'est que les gens ne se rendent même pas compte. Quand vous vendez un mirage, c'est pourquoi les gens, malheureusement, des fois, prennent des bateaux pour essayer de partir au péril de leur vie. Est-ce que c'est une raison de la prolifération, justement, de l'immigration clandestine? Ça fait une des raisons. Vous savez, les raisons, elles sont multiples, elles sont complexes. Moi, je crois que la première des raisons, c'est l'absence d'horizon. C'est quelqu'un qui est ici, et qui se dit, il n'y a rien à faire. Mais la famille aussi pousse des fois. Et donc, il se dit que je ne peux rien faire, j'ai la pression sociale, j'ai la pression familiale, ma maman veut. Moi, je dis, il y a ce qu'on appelle la pression du béton aujourd'hui qui existe en Mauritanie. Il faut avoir un terrain, avoir une maison. C'est-à-dire, c'est la pression sociale. Si tu ne l'as pas pour le Mauritanien, tu n'as absolument rien. Donc, il y a cette pression sociale de la construction qui est très pesant pour les gens qui sont là et qui se disent on n'a aucune perspective en Mauritanie. Et qui disent non, mais il n'y a absolument rien. Et des fois, pas tout le monde, parce qu'il y en a vraiment, c'est un peu galère. Je m'étonne de voir quelqu'un qui est un vrai entrepreneur, parce que le projet de voyage en Europe, c'est une entreprise. Il y réfléchit, il travaille, il investit là-dessus des fois des millions. Je me dis, mais toute cette hargne qu'il a fait pour aller en Europe, s'il avait continué à le faire ici, il allait développer beaucoup plus de millions. Parce que quand tu as la capacité, pendant 5 ans ou 3 ans, de travailler dur comme fer, d'être payé au lance-pierre à moins de 100 000 ouguiya par mois et d'arriver à te faire une cagnotte conséquente pour pouvoir payer des passeurs, par exemple, ou quelqu'un qui vend un visa, ça veut dire que tu es un très bon entrepreneur. Maintenant, l'objet social de ton entreprise, je considère moi, et peut-être c'est très facile pour moi de le dire parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire des allers-retours, donc je n'ai pas peut-être la même pression, que l'objet social est erroné et qu'on pouvait continuer à investir ici. Mais quand je le dis moi, je ne suis pas légitime. On va me dire, mais écoutez, c'est très simple pour toi parce que toi, tu peux te permettre de partir, de revenir, donc tu peux être donneur de leçons. Donc l'absence de perspective joue, ça c'est un élément très important, et le fait que de l'autre côté, on miroite qu'il y a quelque chose à gagner énormément. Et je dis aux gens qui font le choix d'y aller, l'Europe de façon générale, particulièrement la France et d'autres pays, est devenue un sanctuaire. C'est de plus en plus difficile d'y accéder, premièrement, d'avoir des papiers, de pouvoir y travailler. Ils sont de plus en plus restrictifs. Pourquoi? Ils sont de plus en plus restrictifs parce que ils ont vécu des crises économiques qui font qu'ils n'arrivent même pas à régler leurs propres problèmes. Donc, ils ne vont pas en rajouter avec les problèmes qu'ils considèrent comme n'étant pas les leurs. Et généralement, on met beaucoup l'accent, ça c'est important de le dire, sur les Africains qui quittent le continent pour aller en Europe. Mais toutes les études montrent que les Africains qui quittent le continent africain pour aller en Europe sont une minorité. Ils sont autour de 10%. La majeure partie des mouvements migratoires sont interafricains.
Le problème, ou en tout cas la grande majorité des gens qui bougent, c'est le Guinéen qui va au Mali, c'est le Malien qui va au Sénégal, c'est le Sénégalais qui va au Burkina, c'est le Burkinabé qui va au Congo. Donc, dans l'espace sud africain, nous avons beaucoup d'échanges qui sont beaucoup plus conséquents. Maintenant, l'Europe, ce qui les dérange le plus, peut-être, ce sont ce qu'ils appellent des vagues. Mais en réalité, même quand on regarde les chiffres en Europe, il n'y a jamais eu de vague migratoire ces dernières années. L'image est très forte, oui, quand on voit ces gens-là passer par cet AME-là, en train de sauter des barbelés pour aller en Espagne. Mais on va dire le quota de nombre de migrants qui vont vers l'Europe reste à peu près stable depuis les années 90. Disons que Seydou, à un moment, l'Occident reprochait aux Africains de les dépouiller, de prendre leur richesse, de profiter de leur expertise, de leur expérience et donc faire profiter aux Africains. Mais quel rendement ils ont vraiment, ces Africains-là, dans leur pays d'accueil? Ah, mais alors c'est très mitigé. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup ce qu'on appelle les ripats, c'est-à-dire ce sont les gens issus de la diaspora qui rentrent. Moi, ça, je vais prendre cette dynamique-là dans une dynamique, on va dire, continentale. Le continent africain, c'est pas le continent de l'avenir, c'est le continent du présent qui va construire l'avenir. C'est un continent bouillonnant culturellement, économiquement, de par les nouvelles technologies, y compris ici en Mauritanie. Par exemple, j'ai vu cette belle dame qui a fait, il y a un autre jeune homme aussi qui l'a fait, ces applications de livraison de repas. On a un énorme problème de taxi, même si le prix reste relativement cher, qui était en train d'être dépoussiéré par 2 sociétés de taxi avec des applications. Donc je dis que c'est un continent qui est en plein bouillonnement, où il y a beaucoup de perspectives. Mais ces perspectives-là ne peuvent réussir que s'il y a un accompagnement, c'est-à-dire politique. Il faut que les gouvernements mettent en place des réformes, pas conjoncturelles, mais structurelles, pour permettre à ces jeunes qui sont speed, qui sont rapides, qui sont dans les nouvelles technologies et pas seulement, de pouvoir investir et de pouvoir, on va dire, s'installer. Moi, je ne dis pas qu'en Mauritanie, de s'installer en Afrique. Regardez comment aujourd'hui un pays comme le Rwanda, regardez le Ghana, vous regardez d'autres pays aussi, comment ils sont en train de se développer et de se débarrasser, on va dire, de la tutelle occidentale. Il y a de plus en plus d'Africains formés en Europe qui reviennent construire l'Afrique. Mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres Africains qui sont formés en Afrique, qui sont restés en Afrique et qui sont aussi en train de construire, on va dire, l'Afrique. Donc, eux deux, ça peut être une synergie. L'expertise et la rigueur qu'on peut avoir en Occident qui peut manquer et le savoir-faire local qu'on ne peut pas monnayer parce qu'il y a une certaine expérience de la vie locale que quelqu'un qui est issu de la diaspora ne peut pas avoir. Alors, Charles, une dernière question. Les politiques de la coopération, notamment de la France, sont-elles en mesure d'intégrer de manière significative la diaspora mauritanienne dans la prise de décision, notamment avec l'aide au développement des pays du Sahel, par exemple, comme en Mauritanie? Bien. Alors, je revenais là-dessus. Vous savez, on a un très grand leurre en considérant que l'aide au développement, nos amis français aiment bien mettre l'accent sur ce qu'ils font, mais ils oublient, nous, ce que nous faisons. Les investissements directs étrangers ou les investissements même directs de la diaspora, de façon générale. Bon, en Mauritanie, ce n'est pas encore quantifié parce qu'on ne l'a pas quantifié, mais majoritairement en Afrique, vous prenez le Mali, le Sénégal ou autres. Les investissements directs faits par la diaspora sont beaucoup plus importants que l'aide publique au développement. Donc déjà ça, il faut qu'ils le sachent. Mais ça revient à ce que je disais avant. Comme ils sont beaucoup plus importants que l'aide publique au développement, il ne faut pas que les transferts de fonds de la diaspora ne soient utilisés que pour de la consommation primaire. Il faut qu'ils soient utilisés pour des investissements pour pouvoir transformer la donne et contribuer efficacement au développement du continent et de nos pays respectifs. Oui, nos partenaires français comme d'autres partenaires peuvent participer, on va dire, à l'aide au développement, au co-développement, mais il ne faut pas qu'on oublie une chose. Il est de notre responsabilité, nous, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on appelle comme développement, parce que ce terme, est galvaudé. C'est quoi le développement? Est-ce que c'est construire des bâtiments et des buildings, ou est-ce que c'est le développement humain, ou est-ce que c'est le mix des deux? Il faut que nous-mêmes, nos autorités politiques, décident de mettre en avant que la question du développement est une question centrale et que cette question du développement ne soit pas, on va dire, sous-traitée à nos partenaires occidentaux, qui qu'ils soient, ou à nos partenaires chinois. Il faut que nos décideurs et nous autres, issus de la diaspora et les locaux, disons que c'est notre continent, ce sont nos pays et chacun d'entre nous, nous n'allons pas attendre ce que va faire l'Union européenne ou ce que va faire un autre organisme. Nous allons construire notre propre développement qui répond à nos propres réalités et qui répond à nos propres besoins.
Eh bien, merci beaucoup Diallo Seydou d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet échange très très intéressant. Merci d'être resté avec nous et d'avoir supporté aussi vraiment. Je vous remercie et je remercie Al-Ghali qui nous a invités. Oui, tout à fait. Nous remercions l'espace Al-Ghali qui nous a accueillis aujourd'hui. À la semaine prochaine dans Prisme.